On a tous, à un moment ou à un autre, frôlé cette sensation un peu vertigineuse. Le cœur, qui subitement et sans aucune raison, se met à battre la chamade dans la poitrine. Ah ouais, la fameuse boule au ventre qui se forme. Un truc lourd, oppressant, presque douloureux par moments. Exactement. Ou alors, l'esprit qui se fige complètement, qui commence à tourner en boucle sur des scénarios catastrophes et qui refuse catégoriquement de s'arrêter. Face à une telle tempête intérieure, on en vient tous à se poser la question, et s'il existait un moyen d'accéder à la salle des machines, de trouver l'interrupteur principal du cerveau pour juste mettre toutes ces alarmes sur muet? C'est vrai que c'est une perspective qui semble presque relever de la science-fiction quand on est pris au piège de ces boucles angoissantes, quoi. Pourtant, c'est une réalité clinique tangible, rendue possible par l'hypnose profonde. Alors, juste avant d'aller plus loin et d'explorer cette mécanique de pointe, il est important de préciser que ceci n'est pas un avis médical. L'idée de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la neurophysiologie derrière ce phénomène. Bon, décortiquons tout ça, le but de notre plongée, c'est de voir comment l'hypnose profonde réussit ce tour de force d'aller modifier physiquement les mécanismes de l'anxiété. C'est un excellent point de départ parce que c'est quand même incroyable de réaliser qu'on peut altérer le comportement de nos propres cellules nerveuses sans recourir à la moindre substance. C'est fou, ouais. Mais pour comprendre cette prouesse, j'imagine qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe concrètement sur le plan biologique à l'intérieur du cerveau d'une personne anxieuse. Absolument, c'est une étape indispensable. Pour saisir l'impact de l'intervention, il faut identifier l'origine du chaos. Et dans le cas des troubles anxieux, les observations cliniques pointent vers une hyperactivité très spécifique qui implique deux structures principales. Le premier coupable, c'est l'amygdale. D'accord. Il faut concevoir cette petite structure en forme d'amande au cœur du cerveau comme le grand centre d'évaluation des menaces de notre organisme. C'est le déclencheur primitif de la peur. C'est ce qui a un rôle évolutif à la base, non? Ce qui permet la survie face à un prédateur, par exemple. Exactement, c'est notre système d'alarme de survie. Mais chez une personne qui souffre de troubles anxieux, cette amygdale reste coincée en position allumée. Elle détecte des prédateurs mortels dans des simples emails non lus ou dans des interactions sociales complètement banales. Ah ouais, le système s'emballe pour rien. Voilà. Elle ordonne alors à l'organisme de relâcher massivement du cortisol et de l'adrénaline. Et le problème s'aggrave vraiment parce qu'elle interagit violemment avec un second système, qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Le fameux mode par défaut. Si je comprends bien, c'est le réseau qui s'active quand on fait rien de particulier, quand l'esprit vagabonde, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est le réseau de la rêverie, de la réflexion sur soi et surtout de la projection dans le temps. Chez un esprit serein, il permet de planifier l'avenir de façon calme. Mais j'imagine que sous stress, c'est une autre histoire. Sous l'influence d'une amygdale empamique, ce réseau se transforme en une véritable machine à ruminer. Il projette l'individu dans un futur constamment catastrophique. Et ces deux systèmes s'alimentent mutuellement. Une sorte de cercle vicieux, quoi. Totalement. Le réseau par défaut imagine un désastre. L'amygdale réagit en produisant de l'angoisse physique, ce qui confirme au réseau par défaut que le désastre est réel, et la boucle s'accélère. Le cerveau est donc littéralement intoxiqué par son propre système d'alerte, en fait. Mais alors, comment l'hypnose profonde parvient-elle à casser cette boucle neurobiologique? On entend souvent dire que ça calme, mais que se passe-t-il réellement dans la matière grise? Eh bien, les études d'imagerie cérébrale montrent que l'induction d'une transe profonde modifie la fréquence des ondes cérébrales. En état d'anxiété, le cerveau émet des ondes bêta, qui sont très rapides, signe d'une hypervigilance. Le cerveau tourne à plein régime. C'est ça. L'hypnose vient ralentir ces fréquences pour faire basculer le cerveau en ondes alpha, puis en ondes θ. Ce sont les ondes qu'on observe juste avant de s'endormir ou pendant le sommeil paradoxal. D'accord? Donc on force un état de repos. Sur le plan physiologique, ce ralentissement provoque une diminution très mesurable du flux sanguin et du métabolisme du glucose, précisément au niveau de l'amygdale. Oh, waouh! Donc on l'affame, en quelque sorte. On coupe carrément son alimentation en énergie. C'est exactement ce qui se passe. C'est une réduction d'activité drastique. L'amygdale est physiquement mise sous silence. Et simultanément, la connectivité à l'intérieur du réseau du mode par défaut s'effondre. Le patient arrête littéralement de se projeter dans le futur ou de ruminer le passé. Il est ancré dans un présent suspendu. C'est c'est comme essayer de réparer le moteur super capricieux d'une voiture pendant que l'alarme anti-vol hurle à plein volume dans un garage fermé. J'aime beaucoup cette analogie.
Bah oui, les gyrophares aveuglent le mécanicien, le bruit est juste assourdissant. Le mécanicien a beau avoir les meilleurs outils du monde, il peut pas se concentrer. Du coup, l'hypnose profonde viendrait simplement couper les fils de la sirène d'alarme. C'est une image parfaite. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'une fois cette sirène coupée, le mécanicien, donc le thérapeute, obtient enfin ce qu'on appelle un terrain apaisé. Parce qu'avant, l'accès était bloqué. Exactement. Tant que l'alarme hurlait, l'inconscient n'était pas réceptif, toute l'énergie était monopolisée par la survie immédiate. Dans le silence du garage, le véritable travail de réparation neuroplastique peut enfin commencer. Il y a quand même une interrogation majeure qui découle de tout ça. Si ce ralentissement des ondes cérébrales est la clé, est-ce que ça fonctionne avec la même facilité pour toutes les formes d'angoisse? Il me semble que quelqu'un qui vit avec une anxiété chronique, permanente, H24, son cerveau doit être tellement habitué aux ondes bêta que ça doit être ultra complexe de le faire ralentir. C'est une très bonne déduction et l'observation clinique confirme cette difficulté. L'efficacité de la méthode dépend grandement de la typologie du trouble. Chez les patients souffrant d'anxiété généralisée, il y a un bruit de fond constant. Une sorte d'interférence perpétuelle. Voilà. Ce flux ininterrompu de pensées inquiètes agit comme un bouclier cognitif très robuste. Donc l'esprit rationnel monte la garde en permanence. C'est ça. Le cortex préfrontal du patient tente désespérément de garder le contrôle de la situation. Induire une transe profonde nécessite alors de saturer ce cortex. Comment on fait ça? Le praticien doit souvent utiliser des techniques de confusion, de charge cognitive pour fatiguer l'esprit conscient et l'obliger à lâcher prise. C'est un processus qui requiert pas mal de persévérance et une vraie stratégie d'usure face à un cerveau qui refuse d'abaisser ses défenses. Si l'anxiété chronique forme un mur de briques si difficile à percer, qu'en est-il des explosions d'anxiété pure? Je pense aux crises de panique. Sur le papier, si un bruit de fond est difficile à calmer, une attaque de panique totale devrait rendre l'hypnose tout simplement impossible, non? Les crises de panique sévères portent intrinsèquement en elles une dimension hautement dissociative. Attendez un instant. Provoquer ou utiliser la dissociation chez quelqu'un qui est déjà en pleine crise de panique, c'est pas hyper risqué. Ça risque pas d'aggraver la situation. La personne a déjà l'impression de devenir folle ou de sortir de son corps. Comment le thérapeute peut espérer garder le contrôle d'un esprit qui perd littéralement pied avec la réalité? C'est vrai que la question de la sécurité est centrale. Mais le mécanisme ici ne consiste pas à aggraver la dissociation, ni même à la combattre de front. Lors d'une attaque de panique, l'amygdale signale un danger de mort tellement imminent que le cerveau, pour protéger la psyché, coupe les disjoncteurs. Il disjoncte tout seul en fait. Oui, il crée un sentiment de dépersonnalisation ou de déréalisation. Le patient a l'impression d'être spectateur de lui-même. C'est un état de transe spontané, bien que très terrifiant. C'est vraiment un mécanisme de survie ultime, comme je sais pas, un animal qui fait le mort quand il est attrapé par un prédateur. L'analogie est très pertinente. Le rôle du thérapeute n'est pas d'affronter ce mécanisme frontalement, ce qui rajouterait juste de la panique. Il va utiliser une technique appelée la synchronisation et le guidage. Concrètement, il fait quoi? Il capte le patient au cœur même de cette transe spontanée. Il valide la dissociation. Au lieu de dire « revenez à la réalité », il utilise cet état de flottement déjà présent et le redirige doucement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il prend les commandes de l'avion pendant qu'il est en chute libre et il redresse le manche. C'est exactement ça. Le thérapeute s'engouffre dans la brèche ouverte par le symptôme lui-même. Puisque le cortex conscient a déjà abandonné les commandes pour se dissocier, le thérapeute a un accès direct et fulgurant à l'inconscient. Donc c'est plus rapide que pour l'anxiété chronique. Beaucoup plus. L'induction hypnotique qui peut prendre 20 minutes chez un anxieux chronique peut se faire en quelques secondes lors d'une crise de panique. L'arme du symptôme devient le vecteur de la guérison. Mais attendez, ça veut dire que plus la manifestation de l'angoisse est extrême et spectaculaire, comme une attaque de panique, plus le cerveau fournit lui-même l'outil de dissociation nécessaire pour la guérir. C'est totalement contre-intuitif. C'est le grand paradoxe de cette approche, oui. Et la capacité de la thérapie à retourner la force de l'anxiété contre elle-même est redoutable. Ça montre bien que l'hypnose profonde n'est pas juste un petit outil de relaxation ou de dianâtre, c'est une vraie intervention de crise. Absolument. L'hypnose profonde déploie son plein potentiel face aux blocages thérapeutiques sévères lorsque les méthodes par la parole échouent. Les approches intellectuelles ou analytiques montrent souvent leurs limites quand l'angoisse ne relève pas d'une phobie simple, mais touche à l'identité fondamentale de l'individu. C'est fondation existentielle en gros. Exactement. Des angoisses qui touchent à la peur du vide, de la mort, de l'effondrement du sens. Justement, admettons que quelqu'un soit paralysé par ce type de peur fondamentale. Comment l'hypnose traite ça concrètement? Il y a ce fameux cas clinique dans nos sources, celui du patient prénommé Gérard, qui illustre super bien ce point.
Oh, le cas de Gérard est un parfait exemple d'impasse existentielle. Ce patient souffrait de crises de panique dont la signature centrale était un sentiment de mort imminente. Et on ne parle pas d'une réflexion philosophique abstraite sur la mortalité humaine. Non, c'était beaucoup plus primaire. Oui, c'était une certitude organique, viscérale, que son cœur allait s'arrêter dans la seconde. Et j'imagine qu'essayer de raisonner quelqu'un dans cet étage en lui sortant des statistiques sur les maladies cardiaques, en lui disant de relativiser, ça doit avoir absolument aucune prise. La terreur est purement biologique. Vous avez tout à fait raison. L'esprit conscient de Gérard était convaincu de l'imminence de la fin. Le thérapeute devait donc absolument contourner cette conscience. Il a plongé Gérard en transe profonde. Et une fois le calme revenu, il s'est passé quoi? Une fois l'onde d'état atteinte et l'amygdale apaisée, le thérapeute n'a surtout pas utilisé de suggestions directes du type « vous n'allez pas mourir ». L'inconscient se braquerait immédiatement. À la place, il a utilisé un recadrage métaphorique très spécifique. Et c'est là que réside tout le secret de l'intervention. Quelle était la nature de cette métaphore? Parce que comment on parle de la mort à l'inconscient sans déclencher à nouveau toutes les alarmes? C'est brillant parce que l'inconscient fonctionne par symbole, pas par logique formelle. Le thérapeute a construit un récit autour du cycle perpétuel de l'eau. Il a induit l'image d'un fleuve agité, heurtant des rochers, ce qui représentait la vie anxieuse de Gérard. D'accord, l'image est forte. Puis, il a décrit l'arrivée de ce fleuve dans l'immensité de l'océan. La métaphore insistait sur le fait que l'eau du fleuve ne disparaît jamais au contact de la mer, elle perd sa forme limitée pour se fondre dans un calme infini, profond et éternel. C'est très beau. Donc l'idée n'est pas de nier la fin du fleuve, ce qui reviendrait à nier la réalité de la mort, mais plutôt de transformer la perception de cette fin. L'angoisse de l'anéantissement brutal est remplacée par un sentiment de continuité, d'appartenance à un tout apaisant. C'est exactement le but. Et sur le plan neurologique, en état de transe profonde, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Vraiment, il y croit comme si c'était vrai. Totalement. Les réseaux neuronaux de Gérard ont encodé la sensation de paix de cet océan comme un vécu physique. Le concept philosophique de la continuité est devenu une sensation corporelle et réécrivant la réaction de menace au sein même de l'amygdale. Mais il y a un mécanisme de protection crucial qui intervient à la fin de cette séance, non? Parce que si Gérard se réveille, qu'il reprend ses ondes bêta habituelles et qu'il se dit « Ah, le thérapeute m'a raconté une jolie histoire sur un petit fleuve », toute la structure s'effondre. L'intellect reprend le dessus et détruit le travail. Et c'est bien là le nœud du traitement existentiel. La nouvelle programmation est infiniment fragile face au cynisme de la pensée rationnelle. Le thérapeute met donc en place une amnésie post-hypnotique. Alors, si je comprends bien, le fait d'oublier la séance grâce à l'amnésie, c'est littéralement la clé de la guérison. Le thérapeute cache la solution à l'esprit conscient pour éviter qu'il ne la sabote en y réfléchissant trop. Mais comment on crée l'oubli de manière fiable? S'il suffit de dire « vous allez oublier », ça me paraît un peu trop simple. C'est un processus très précis. L'effacement repose sur la manipulation de la mémoire de travail au moment exact du réveil. Juste avant de sortir le patient de la transe, le thérapeute installe une suggestion d'oubli. Mais il l'accompagne d'une diversion brutale de l'attention dès que le patient ouvre les yeux. Une diversion de quel genre? Il peut lui demander de regarder l'heure d'un coup ou lui poser une question très terre-à-terre sur la météo, la circulation en venant. Ah, malin, ça casse complètement le rythme. Oui, cette diversion surcharge la mémoire à court terme, la mémoire tampon du cerveau. Les données métaphoriques de la séance n'ont pas le temps d'être transférées vers la mémoire consciente à long terme, elles sont écrasées et disparaissent de la conscience. Le thérapeute efface les traces de son effraction en fait. Le patient se réveille en se sentant différent, le sentiment de mort imminente a disparu, mais il est incapable d'expliquer pourquoi. C'est dingue. Le fait que la conscience n'ait pas accès au traitement garantit sa survie. Sans matériel conscient à décortiquer, le cerveau rationnel de Gérard ne peut pas saboter la métaphore. Il aurait cherché la petite bête forcément. Exactement, il l'aurait rationalisé, il en aurait souligné les failles logiques. En cachant l'outil thérapeutique derrière le voile de l'amnésie, le concept philosophique continue d'agir en tâche de fond. Ça calme l'amygdale sans être dérangé par les doutes de l'ego. Les crises de panique de Gérard ont ainsi cessé définitivement. L'origine du chaos a été neutralisée sans que la conscience ne soit jamais invitée à la table des négociations. L'esprit conscient, avec son besoin obsessionnel de comprendre, d'analyser et de contrôler, se révèle finalement être le pire obstacle à la résolution d'une crise existentielle. C'est une des grandes limites de l'intellectualisation. Si l'on relie cela à une perspective plus large, comprendre pourquoi on a peur ne guérit pas la peur.
L'angoisse existentielle est encodée trop profondément dans le corps pour répondre à la simple logique. En faisant la synthèse de tout ce parcours, l'architecture de notre propre cerveau apparaît sous un jour fascinant. L'anxiété, c'est pas juste une faiblesse psychologique, c'est un emballement physiologique mesurable où l'amygdale et le réseau du mode par défaut tournent en boucle. C'est tout à fait ça. Et l'hypnose profonde intervient non pas comme une petite relaxation douce, mais comme une manipulation physiologique puissante qui force les fréquences cérébrales à ralentir, affamant ainsi les centres de la peur. On a vu que la violence même d'une crise de panique, avec sa déconnexion du réel, offre au thérapeute l'état dissociatif parfait pour intervenir. Oui, c'est ce paradoxe qui rend l'outil si précieux. Pour guérir les terreurs les plus abyssales, il faut endormir notre esprit d'analyse, instiller des vérités philosophiques sous forme de symboles et verrouiller le tout avec une amnésie artificielle pour empêcher notre rationalité de venir tout détruire. Et cela soulève une question importante d'ailleurs, une réflexion qui dépasse largement le simple cadre clinique. Si les terreurs existentielles les plus paralysantes, comme cette peur inéluctable de la mort imminente, peuvent être complètement guéries par des concepts philosophiques implantés pendant que notre esprit conscient est éteint et rendu amnésique, alors qui dirige vraiment notre identité ? Ouf, vaste question. L'esprit conscient que nous valorisons tant n'est-il finalement qu'un passager un peu trop bruyant, incapable de régler les vrais problèmes du conducteur silencieux ? Réaliser que notre rationalité n'est qu'une interface un peu agitée à la surface et que les batailles les plus cruciales pour notre santé mentale se remportent dans le silence de notre inconscient là où la logique n'a pas sa place, c'est une perspective qui remet vraiment tout en cause. C'est fascinant de garder cette idée de passager bruyant et de conducteur silencieux en tête la prochaine fois que les pensées menaceront de tourner en boucle. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces mécanismes incroyables aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, c'était passionnant d'en discuter. Et à tous ceux qui nous écoutent, on espère que cette exploration vous a donné matière à réfléchir. À très bientôt pour continuer à décoder ensemble la mécanique de nos fonctionnements profonds.